père est né en 1907 au bord de la mer Noire, hein, au nord de l'Asie mineure, un village qui s'appelle Unier, qui est proche de la ville de Samsun. Donc il avait 8 ans au moment du génocide. Alors en 1915, au moment du génocide, toute sa famille a été massacrée, entièrement. Et lui, il a été laissé pour mort. Alors je ne sais pas très bien, est-ce qu'il s'était évanoui ou quoi en voyant ces horreurs, enfin je ne sais pas. Mais il a été laissé pour mort et c'est ça qui l'a sauvé. Ensuite, il s'est retrouvé dans une colonne de déportation. Comme on sait, les femmes, les enfants, les vieillards et tout, la plupart, ceux qui, disons, qui n'ont pas été massacrés, ont été déportés vers les déserts de Syrie. Donc il est dans cette colonne de déportation, et quand il est passé dans une ville qui est certainement Malatya, il a été pris par un état-major kurde. Et c'est la deuxième fois qu'il l'a sauvé, puisque du coup il n'a pas continué la déportation vers les déserts de Syrie. Après la fin de la guerre, donc la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Empire ottoman, il y avait un orphelinat américain qui était très actif dans la région, qui s'appelle Near East Relief. Ce Near East Relief donc avait pour mission de rassembler tous les orphelins survivants. Et donc mon père a été pris parmi ces orphelins, et le Near East Relief avait parmi tous ces orphelinats, il y en avait un qui était justement à Samsun, près de son lieu de naissance. Et c'est là qu'il a été, donc il est resté quelques années à Samsun. Apparemment, il était éduqué pour faire du violon, c'était sa vocation. Mais pour des raisons médicales, je pense des raisons de circulation et de cou, dans le cou, il ne pouvait pas conserver un violon. Donc il a changé de carrière, il a laissé tomber le violon, mais toujours en restant dans une carrière artistique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à Samsun. Samsun était le lieu de naissance de ma mère, en fait. Son père est mort pendant le génocide, mais sa mère, à elle, a pu sauver les 4 enfants. Et elle est revenue à Samsun après la fin de la guerre. Et donc sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, avait l'habitude de, une fois par semaine, d'inviter tous les orphelins arméniens du Near East Relief pour leur donner à goûter. Et c'est comme ça, en fait, que mon père et ma mère se sont connus enfants. Enfants, très jeunes, quoi. Donc là, on est dans les années 1920, quoi. Orphelinat à Samsun, et donc goûter hebdomadaire, disons, chez ma grand-mère maternelle. Le problème, c'est qu'un nouveau danger se profilait à l'horizon, c'est la montée du mouvement nationaliste turc, avec Mustafa Kemal. Donc le Near East Relief a décidé que c'était trop dangereux de rester à Samsun, de rester en Turquie, parce qu'il y avait un risque d'un nouveau massacre, et donc il valait mieux se déplacer. Et donc les orphelinats du Near East Relief d'Asie mineure ont été transférés en Grèce, donc en 1922. Il y en avait plusieurs. L'un de ces orphelinats se trouvait dans l'île de Corfou, dans une ancienne caserne militaire. Et c'est justement l'époque où Mussolini a attaqué l'Albanie, la Grèce, et les pilotes italiens ont pris cette ancienne caserne désaffectée pour un objectif militaire, sans savoir que c'était un orphelinat. Et donc ils l'ont bombardé. Et il y a eu des orphelins donc, qui ont été tués dans ce bombardement. Mais comme Mussolini ne voulait pas avoir de problème avec les États-Unis, le Near East Relief étant américain, il a proposé, disons, en compensation, si j'ose dire, entre guillemets, que les responsables choisissent 100 orphelins du Near East Relief en Grèce et de les transférer en Italie où ils seraient éduqués aux frais du gouvernement italien. Et mon père s'est trouvé parmi ces 100, les 100 heureux élus. En Italie, bon, il y a cette fameuse congrégation catholique arménienne qui s'appelle les Mékitaristes, qui existe encore, mais qui à l'époque était beaucoup plus dynamique, à Venise. Mais à l'époque, les Mékitaristes avaient aussi des branches ailleurs, en particulier à Milan, qui maintenant n'existe plus. Et donc, lui a été éduqué chez les Mékitaristes, mais dans la branche de Milan. Pourquoi? Parce que il suivait des cours de peinture. C'est-à-dire qu'après, comme il n'a pas pu continuer dans le violon, il s'est converti dans la peinture. Et là, à Milan, il y avait une célèbre académie des beaux-arts qui s'appelait l'Académie Brera. Donc, il était éduqué chez les Mékitaristes, mais dans la branche Milan,
et il a suivi les cours de l'Académie Brera. Donc il est sorti avec un diplôme d'artiste peintre. Il est allé plusieurs fois à Venise, c'était quand même son point d'ancrage, puisque c'était le fief des méquitaristes. Donc il allait souvent à Venise, il fréquentait déjà beaucoup les intellectuels de ce qu'on appelle la diaspora, quoi. Après avoir été diplômé, il s'est déplacé en Suisse, donc en 1932. C'est intéressant parce que ses périodes de peinture et son style correspondent à ces différentes époques. Donc il y a ce que j'appellerais la période italienne, donc qui va jusqu'en à peu près 1931-32. Il y a plusieurs tableaux de cette époque, en particulier des portraits. L'un des plus anciens tableaux que je connaisse de lui, c'est le portrait d'un père méquitariste, Arsène Razikyan, un des grands pères méquitaristes, grands intellectuels, qui est daté, donc signé de lui, et daté de 1929. Ce qui veut dire qu'il avait 22 ans. Et c'est un portrait absolument remarquable. On sent l'intellectuel avec les yeux pétillants. Arsène Razikyan. Même si son style a évolué, a changé beaucoup, il est toujours resté un très grand portraitiste. L'un des plus grands compositeurs arméniens de tous les temps, Komitas,
a lui aussi été déporté en 1915. Il a survécu, mais au prix de perdre la raison. Et il a terminé sa vie dans un hôpital psychiatrique à Villejuif, dans la banlieue parisienne, où il est décédé en 1935. Ce tableau est un hommage à Komitas, qui est représenté au milieu des plus grands compositeurs européens, Wagner, Beethoven, Liszt, Mozart et Chopin. La période italienne se termine, suit la période suisse. Il a été pris sous la protection d'un pasteur suisse très connu qui s'appelait le pasteur Kraft Bonnard, qui justement s'occupait des orphelins arméniens en Suisse. Et là, alors on le voit dans son art, pour la première fois, il a senti la tranquillité. Il avait son diplôme, il était tranquille, il n'avait pas de soucis financiers, parce qu'il y avait beaucoup de commandes de tableaux, parce qu'il était déjà très connu. Et là, on voit bien ce style de la période suisse, calme, tranquille, des paysages au bord du lac Léman, des déjeuners sur l'herbe, enfin tout à fait original dans son style. Donc ça, c'est la période suisse, à peu près jusqu'en 1938. Après sa mort en 80, je suis allé un peu en Suisse, je savais qu'il avait beaucoup peint en Suisse. J'ai cherché des traces, et je suis tombé par un hasard assez extraordinaire sur une dame. En entrant chez elle, c'était un pavillon, mais il y avait 40, 50 tableaux de mon père. Il est d'ailleurs amusant de constater que l'un de ces tableaux est signé Ambrosini. C'était le nom marital de cette dame à l'époque et mon père a voulu certainement lui rendre hommage.
Alors, cette période s'est terminée parce que une des fois où il est allé à Venise, à Saint-Lazare toujours, il a rencontré un groupe d'Arméniens de France qui venaient à Saint-Lazare, comme, disons, touristes ou quoi, en visite. Et parmi ce groupe, il y avait ma mère, qu'il avait connue tout petit, à Samsun. Ils se sont retrouvés donc à Saint-Lazare, ça devait être 37 ou 38. Et ils ont décidé de se marier. Il arrive en France, il se marie. Ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire sa belle-mère, décède d'ailleurs entre les fiançailles et le mariage. Donc le mariage, manifestement, d'après tout ce qu'on m'a dit, était un peu triste, parce qu'il était marqué par le décès de la mère de l'épouse. Et puis déclaration de guerre, 39. Et la France et l'Italie sont dans des camps opposés. Et mon père n'avait pas de passeport en règle, il était passeport d'enseigne, le passeport de réfugié. Donc il est resté en France. Ma mère a eu une carrière très pleine de succès comme chirurgienne dentiste. À partir de 1939, donc commence la troisième période. Après la période italienne et la période suisse, c'est la période française. Puisque là, il est marié et il va rester en France. Mes parents, il a nationalité française qu'en 1949. Alors, il a loué un appartement rue de Navarin. Rue de Navarin, c'est près du métro Cadet, dans le 9e. C'est ce qu'on appelle, à l'époque surtout, le Paris des Arméniens. C'était le quartier où l'intelligentsia arménienne était très dense. Il y avait le journal Halash, la librairie Palouyan, les épiceries arméniennes, Khalatchian, etc. C'était vraiment un quartier arménien. Et il y avait d'ailleurs, alors je me souviens très bien, ce fameux restaurant qui s'appelle Les Diamantaires, qui existe toujours, rue Lafayette. Alors quelquefois d'ailleurs je retrouvais mon père à midi pour déjeuner, là au Diamantaire, et c'était assez extraordinaire, parce que bon, on n'entendait parler qu'arménien. Et je me souviens toujours, la première fois que j'y suis allé, quelqu'un est entré et a parlé français. Tout le monde s'est retourné. Et pour vous accueillir, c'est un orchestre folklorique, les Ménestrels de Sayat Nova. Sayat Nova était un troubadour arménien, je viens de l'apprendre il y a 10 minutes. Il n'y a que des Arméniens réunis. Et parmi les personnalités arméniennes, on peut reconnaître Jacques Elian, Alice Sapritch, Rosivar. Nous allons entendre maintenant Pedros Bedikian qui va chanter Ma caravane. Lissarian vous chante une chanson, quel est son titre? Pardon? Haïdénique. Qu'est-ce que ça veut dire?
ma patrie. Son atelier, rue de Navarin, avait une autre fonction, c'est que pendant la guerre, le droit de réunion était extrêmement limité. Or, son atelier était très grand, et donc il servait de réunion aux intellectuels arméniens. J'ai une photo de lui où on voit, c'était le fameux intellectuel Arshak Chobanian, nettement plus âgé, qui lui était donc donné une conférence. Il y a tout un groupe des intellectuels arméniens de cette époque réunis autour d'Arshak Chobanian, dans l'atelier de mon père. C'était en 1944, donc à la fin de la guerre. En 1965, le premier secrétaire du Parti communiste arménien, Zalobian, avait réussi à obtenir l'autorisation de construire un monument au génocide. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, que jusque-là, dans l'Union soviétique, c'était interdit d'en parler. Bien, il a fait à Paris, en 1965 justement, une exposition qui a eu beaucoup d'écho sur le génocide. Uniquement, c'est la seule fois où il a fait des tableaux sur le génocide. En 1977, avec ma femme, on se demandait où aller en vacances. Et c'est elle qui me dit, mais pourquoi on n'irait pas dans la patrie de tes parents, par donc Constantina, puis les bords de la mer Noire, jusqu'à Ani, et on est revenu en passant par le sud, par la Cilicie. Donc là, je suis passé à Samsun, je suis passé à Unier, donc les villes de naissance de mes parents, et puis à Césarée, parce qu'en fait, ma mère est née à Samsun, mais la famille de ma mère est de Césarée, Kayseri. Donc j'ai revu tout ça, et puis j'écrivais constamment donc à mes parents, à chaque fois, pour leur expliquer par où je suis passé, ce que j'ai vu, etc. Et au retour, ma mère était très avide de savoir, elle me demandait toujours, oui, elle m'avait même plus ou moins dit où était leur maison par rapport à l'ancienne église arménienne, à Samsun. Mon père ne m'a jamais rien dit. Je suis passé à Unier, donc la ville natale, je lui ai écrit, au retour, j'ai voulu en parler, non, il changeait de sujet. Il n'était pas question de parler de ça. Pour lui, c'est un territoire qui n'existait pas, qui n'existait plus, disons. J'ai envoyé une carte postale de l'église d'Artamal, sur le lac de Van, donc en Turquie actuelle. Après son décès, quand je triais ses papiers, j'ai retrouvé cette carte postale, mais le coin de la carte postale avait été coupé au ciseau. Et j'ai tout de suite compris, il y avait le drapeau turc. Et il ne pouvait pas supporter de voir le drapeau turc au dos d'une photographie d'un des joyaux de l'art arménien, quoi. Il parle du génocide, évidemment. Il a fait, en 65, je me souviens, il avait fait un grand discours, à l'époque où il a fait l'exposition, il s'appelait, en arménien, bien sûr, il s'appelait La date sanglante. Ce que tu as vécu, c'est pas seulement à toi, c'est à toute l'Arménie, à tous les Arméniens. Il a toujours continué le portrait aussi. Ça, le portrait est une constante dans sa carrière.
Du point de vue artistique, le choc, alors en France, ça a été la découverte de la couleur. Et là, ça a été un tournant dans sa peinture. Il le dit lui-même, il a découvert la couleur, il a découvert l'impressionnisme et surtout le fauvisme. Et puis Bonnard, Pierre Bonnard, ça a resté son dieu. Alors là, brusquement, sa peinture est devenue un feu d'artifice. Et ça va rester jusqu'à la fin. En 1958, ma mère à Clamart a acheté un pavillon. Et du coup, il a laissé son atelier rue de Navarin et il est venu travailler au 3e étage de ce pavillon à Clamart. Mais ça n'a pas été positif parce que du coup, il s'est coupé de toute cette intelligentsia arménienne qu'il fréquentait. Il s'est retrouvé tout seul. Son art s'en est ressenti, quoi. Heureusement, après, il y a eu le sursaut. J'ai toujours adoré mes parents, les deux, mais disons les choses très clairement, je me rendais compte petit à petit que finalement ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, quoi. En 62, quand il est allé pour la première fois exposer aux États-Unis, ma mère là s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre avec lui. Donc elle lui a écrit qu'elle allait se séparer. Ça a été un énorme choc pour lui, mais a posteriori, ça a été assez positif, si j'ose dire, pour son art. Pourquoi ? Disons, il a adoré ma mère jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Brusquement, alors là, il s'est remis à la grande qualité de peinture. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il voulait reconquérir ma mère. C'est après cette séparation qu'il a fait son exposition sur le génocide, qu'il est allé invité en Arménie, qu'il a eu du succès en Arménie, qu'il a été invité quand même, c'est pas n'importe quoi, une exposition individuelle à l'Orangerie du Luxembourg, invité par le Sénat. En 1963 est décédé à Antelias le catholicos qui s'appelle de la Côte-d'Ivoire de la grande maison de Cilicie, qui s'appelait Zalé Ier. Et apparemment, d'Antelias, ils ont demandé à mon père, lui ont commandé le portrait. Donc mon père a fait ce portrait de Zalé Ier, et qui est donc à Antelias, au Catholicosa. Et donc je l'ai fait venir d'Antelias. Tous ceux qui l'ont connu disent que c'est exactement son expression.
Deuxième choc, ça a été en 67. En 67, pour la première fois, il a été invité à exposer en Arménie soviétique. Donc dans cette période d'ouverture, disons entre guillemets, de l'espace soviétique, surtout de l'Arménie soviétique, il était très étonné d'une chose, c'est qu'en fait il était très connu là-bas. Et ça il ne savait pas du tout. Il est très connu pourquoi? Bon, comme peintre, d'accord, mais surtout comme écrivain. Parce qu'il a toujours beaucoup écrit. Il a été peintre de l'arménien mékitariste, hein, qui était vraiment un enseignement d'arménien extrêmement précis et très, très beau, quoi. Disons, le meilleur, la langue arménienne, la meilleure qu'on puisse avoir. Il a beaucoup écrit des sujets politiques quelquefois, mais surtout des sujets sur la peinture. Disons comme critique d'art. Il a écrit dans toutes les revues et les journaux arméniens du monde entier. Et il y en avait beaucoup à l'époque, c'est plus comme maintenant. Il y en avait énormément. Son exposition a eu beaucoup de succès. Il a été invité une deuxième fois en 1971 à exposer à Erevan. Il a rencontré en particulier Mardi Rossarian, qui était un de ses dieux. C'était pour lui un grand moment. Là, j'ai une photo là où il est avec Mardi Rossarian. Et il a rencontré, disons, d'autres peintres, Minas Avedissian. Ils avaient envoyé une invitation, donc bien entendu, au Catholicos, qui a fait donc à mon père l'honneur de venir à l'ouverture de l'exposition. Donc il a rencontré Vasken Promi. Il a rencontré à peu près tous les grands personnages arméniens de l'époque. Le mont Arad, ce qu'il appelle l'automne doré de l'Arménie, Stanivoski à Choune, les sous-bois, et les monastères. Est habité par une profonde nostalgie qu'un Arménien, échappé de justesse à l'enfer, vous rend visite, tout vibrant, afin de recevoir sur son cœur, au milieu du mystère immaculé de votre poésie de pierre, l'onction des saintes huiles. Quand il est revenu, alors il s'est mis comme un fou à peindre l'Arménie.
plusieurs expositions sur le thème « L'Arménie vue par Mutafian ». Mais en 1979, un an avant sa mort, il en a fait une à New York. Et le thème, c'était « L'Arménie vue par Mutafian ».
déjà pendant la guerre, mais surtout dans l'immédiat après-guerre, on allait en vacances essentiellement en Bretagne. Je me suis fixé dans un petit port breton, tout près de Quimper, parce que soudain j'ai découvert là-bas le même ciel, la même qualité d'eau que jadis j'appréciais tant sur cette grève de la mer Noire où, tout jeune encore, j'avais fait le projet d'être un jour peintre. Wazowski a joué un rôle. Oui, je me souviens toujours d'un article assez très intéressant écrit sur Wazowski en disant que finalement Wazowski a arménisé la mer. Il passait son temps à dessiner, à faire des esquisses, pas à peindre, hein. Il ne peignait jamais devant le sujet. Et du coup, là, il s'est mis à peindre des marines. Et il a peint des marines jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il a été un grand peintre de marine. La dernière en France, ça a été en 1976 à l'orangerie du Sénat, hein, dans le jardin du Luxembourg, et le thème, la mer.
par des écrits. Comme j'ai dit, il y avait ce livre, les écoles classiques et les tendances modernes de la peinture, que j'ai fait publier à Beyrouth en 82. Et puis alors, tous ces articles. Alors ces articles, j'en ai fait un choix, en arménien toujours, sur l'Arménie, sur la peinture et tout. Et puis, avec l'aide de ma tante, la sœur aînée de ma mère, qui était très forte en arménien, je les ai traduits en français et je les ai publiés dans un livre qui s'appelle Chants d'Arménie, Rayel Koutioun. Bah, j'ai organisé, après son décès, plusieurs expositions en France, en Arménie, à Londres. J'espère que cette exposition aura servi à montrer que était un grand peintre, à la fois un grand arménien et un grand peintre. Son cœur céda en 1980 et, tout naturellement, il repose dans le caveau des intellectuels arméniens qui se trouve dans le cimetière de Bagneux, dans la banlieue de Paris.
Merci.